Bonjour tout le monde et bienvenue à un autre épisode du balado Chicks and Machines. Mon nom est Cindy Martin et que vous nous syntonisiez sur BPM Sport ou encore sur le web, on vous souhaite la bienvenue, on vous aime de peu importe où vous nous écoutez. Et pour ceux qui tomberaient pour la première fois sur notre émission, Chicks and Machines, c'est un média qui met les femmes en avant-plan dans les sports motorisés, mais c'est nous autres qui donnent l'info, les femmes, mais les hommes, on vous oublie pas quand même. 1 heure de sport motorisé fait par les femmes, tu sais, veut dire, hein? Peu importe le sexe, voilà. C'est intéressant. Exactement. Donc, avant de vous présenter avec qui je suis aujourd'hui, on va starter ça. Le balado Chicks and Machines est présenté par Canam sur route, la route au féminin, Daimler Chrysler et Blainville Chrysler, Lagabière et Léo Harley Davidson. Ici, c'est les femmes qui donnent l'info. On est chez Lagabière aujourd'hui, sous leur tiki bar. C'est merveilleux, avec un petit peu, pour ceux pas à l'audio qui nous voient, avec un petit peu de décoration d'Halloween. Écoutez, on est dans la thématique. Et il y a avec moi, comme toujours, Annie Martel. Tu te débarrasseras pas de moi. Non, ça a l'air que non. Je pourrais me déguiser en fantôme dans la thématique d'Halloween, mais non, je reste là. Aujourd'hui, tu nous parles d'un anniversaire bien spécial. Oui, 65 ans d'une gamme de motos Harley Davidson. Alors, une gamme mythique, donc je vous en parle dans quelques minutes. Qui vieillit bien. Oui, très bien. Comme toi, comme moi. Gabrielle Hull qui est de retour avec nous, collaboratrice Chicks and Machines. Oui, très contente de t'avoir avec nous encore une fois. Ben, je suis toujours très contente d'être là. Et Gab, c'est la première collaboratrice qui est vraiment une fan finie de F1 et elle vient nous en jaser. Oui, je vous parle de ma passion. C'est une passion que j'ai depuis que je suis toute petite, puis je viens partager ça avec vous aujourd'hui. Je trouve ça extraordinaire parce que c'est la première fois qu'on va en jaser à l'émission. On n'en parle pas assez souvent. C'est vrai qu'on n'en parle pas assez souvent. Mais là, on arrête ça, puis on en parle. Puis Gab, c'est pas la dernière fois que tu viens nous en jaser. Ah, bien, j'espère bien. C'est moi aujourd'hui qui est comme un peu l'invité parce que je viens vous jaser d'un petit trip que j'arrive à peine de faire. J'ai encore les cernes sous les yeux et le manque de sommeil criant. Mais avant ça, là, l'été se termine. On a eu une belle saison que ça soit moto, motocross, enduro, bateau, VTT, bateau. Et je veux savoir, les filles, avez-vous un coup de cœur cet été, vous autres? Je te laisse commencer. Oh, la patate chaude! Ben, moi, cet été, j'ai commencé le motocross. Puis, je suis tombée en amour avec le sport, même que j'ai délaissé un peu ma moto de route. C'est vrai? Je l'avoue, oui. Mais faut pas lui dire à elle. Pas trop au courant. Non, mais oui, je suis devenue une fan finie. Ben déjà... mon copain, en fait, je le suivais, ses tracks, tout ça. Puis là, ben, je me suis dit, lui, il a fait son permis de moto. Parce que j'ai dit, moi, si t'es pour être avec moi, ça te prend un permis de moto. Un job taxi, c'est un peu spécial. Oui. On en voit, mais c'est rare. Mais lui, c'est même suivant Spider. OK, c'est l'inverse. Mais ouais. bon, fait que là, il s'est dit, OK, parfait, j'ai fait mon permis de moto. À cette heure, t'embarques sur un motocross. Mais là, est-ce que tu fais de la track ou t'es allé faire de la trail vraiment non, avec moi, lui? Je suis vraiment dans une track exprès là, pour Puis ça. où tu vas? Mais dans le fond, moi, j'ai la chance d'en avoir une à 15 minutes de chez nous. Je vais chez Saint-Élie Motorsport, Ah oui. qui est géré par Simon Homans, qui est un ancien champion de motocross. Et donc, moi, je passe tous mes samedis là-bas. OK, une vraie addict, là. Ah oui, bien, tu sais, j'ai été à Deschambault aussi, j'ai été à Issoudun. C'est là que j'en ai fait pour la première fois. Puis vraiment, là, je m'en suis acheté une. Je l'ai faite une fois. Puis, je l'ai faite pendant une demi-journée. Puis, ça, c'était le samedi. Le lundi, j'étais au magasin. Au dealer. Puis, je m'en achetais une. Hey, un gros merci, Gab. Et toi, Annie?
Eh boy, juste un. Écoute, ça serait... c'est compliqué. Je pense que je m'en demandais juste un. Je dirais l'Irlande à moto cet été. Mais oui. L'Italie aussi. Tu sais, j'ai eu la chance de voyager un peu cet été. J'avoue que c'est difficile à choisir. C'est difficile à choisir, mais sinon aussi, tu sais, du côté des États-Unis, Stowe, dans le Vermont, ça a été une belle découverte, vraiment le fun. Pas juste pour les bières de microbrasserie, mais pour les routes aussi. Mais sinon, au Québec, tu sais, on est aussi super gâtés là, pour faire des belles routes. Là, puis je le dis toujours, tu sais, je presse pour ma paroisse, mais tu sais, aller au Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est tellement une belle, un beau trip. Sinon, j'ai un peu plus découvert la Naudière cet été en moto. Destination qui était moins populaire dans mes premiers choix, mais j'ai appris à aimer ce secteur-là en moto. Puis il y a tellement de beaux endroits. Puis les gens sont accueillants aussi. Fait que, tu sais, découvrir son propre chez-soi aussi, là, outre que les pays outre-mer. C'est vraiment bien. Puis toi, de ton côté, Cindy? Ben écoute, je peux pas dire la Californie parce que c'est en automne, mais cet été, j'ai eu la chance d'être invitée par Tourisme Ontario pour aller faire les Highlands. Oh oui! C'est vraiment une belle destination moto. Les courbes sont au rendez-vous, la nature. On a l'impression d'être au milieu de nulle part. C'est ce que j'ai trouvé le plus extraordinaire. Là. Tu vas là, puis tu te sens vraiment petit dans l'immensité là, de la forêt, des cours d'eau qu'il y a. Les courbes sont extraordinaires. Si vous avez une destination qui est pas trop loin, là, mettons, moi, je partais de Saint-Jean-sur-Richelieu, me rendre, c'était entre 3 et 4 heures, me semble, là, de mémoire. Fait que c'est pas si pire, tu sais. Tu y vas, tu couches un soir, tu te prends 3-4 jours là-bas, tu fais... Moi, je fais ça aller-retour. Oui, toi, tu fais ça aller-retour, puis elle fait les Highlands au complet 2 fois. Mais c'est ça, tu sais, puis après ça, tu peux prendre le temps là, d'explorer ce vaste territoire-là. Vous avez des beaux articles que vous avez faits suite à cette aventure-là sur la chicksandmachine.com. Vous allez voir, les photos sont sublimes. Allez faire votre tour. Vous allez voir, c'est vraiment ça vaut la peine. Yes. Et sinon, ben c'est ça, je vais prendre quelques minutes du temps qui reste pour jaser d'un trip que je viens de faire. J'ai d'aller en Californie, faire des sports motorisés. Mon voyage était 100% sport motorisé. Puis, j'ai eu la chance de, premièrement, rouler dans le coin d'L.A. en Harley-Davidson. / Sportster. Oui, d'être avec Nadine, une autre de nos collaboratrices. Vous aviez 2 motos Harley. Elle avait la Nightster, moi j'avais la Sportster. La Sportster que j'avais déjà essayée, que j'ai adorée, vraiment. Une moto qui va bien, qui se laisse conduire avec un moteur, ma foi, assez puissant. Révolution Max, intense. Yes, quand je l'ai repris, je m'en ai souvenu. Donc, on s'est promené autour de L.A. On est allé voir, évidemment, le Hollywood Sign. On est monté dans les montagnes. Il y a une route là, que je me souviens, puis qu'on a fait, qu'on est rendu en haut, on est redescendu, puis on a remonté. Là, c'est justement en se rendant là. C'est sur une montagne, là, je me souviens plus du chemin exactement, là, mais des courbes comme j'en avais rarement prises dans ma vie, là, qui se succédaient, là, c'était magique. On a fait un bout de la 1 aussi, la célèbre 1 qui est magnifique là, sur le bord de la mer. Que France, une de nos précédentes invitées qui était allée au Babes Ride Out du côté de la Californie, nous a parlé en long et en large aussi. Puis je pense que c'était la même opinion qu'elle, que c'est une des plus belles routes. Ah non, c'était magnifique. Dans le même cadre, si on reste dans le 2 roues, je suis allée faire de la Vespa, mais pas n'importe quelle sorte de Vespa. De la Vespa là, des années 60, full vintage, mais là, cette fois-là, dans le coin de San Diego. Nadine, était-tu en pin-up? Oui, mais elle avait son petit look là, des années genre 50. Là. Elle est tellement magnifique là, avec ses petits looks. Là. Donc, on est allé une ride, mais ça, on est allé plus dans le coin de San Diego, le Oceanside, tout ce coin-là, avec une route là, qui est vraiment qui longe l'océan. C'était une expérience de feu. Vous allez pouvoir le voir prochainement là, sur mes réseaux, là, plus de détails là-dessus. T'as fait du sidou aussi, oui. Là. On peut-tu le dire, ça? Oui, j'ai fait du sidou sur l'océan. J'ai fait du sidou sur l'océan. Sur l'océan? À L.A. Wow. Non, mais je veux dire, tu fais du sidou sur des lacs, sur du fleuve, mais océan, levez la main, ceux qui l'ont déjà fait. Personne! Bon, fait qu'arrête de rire de moi. Non, mais je ris pas! Donc, sur l'océan,
en face du pier de Santa Monica. Pour ceux qui connaissent pas le Santa Monica Pier, c'est un pier avec une fête foraine dessus. C'est magnifique. On était dans ce coin-là, en face. J'ai vu des dauphins sortir juste devant moi. Wow. J'ai crié comme un enfant de 6 ans. Tu faisais ça? Je les ai pas entendus. Non, OK. Est-ce qu'on peut avoir un autre... Le dauphin faisait... J'avais Flipper. Annie, elle a plusieurs cas dans son arbre, dont l'imitation des dauphins. Ben, merci et un à la accent. grenouille et la baleine. Flipper, c'est le mien. Elle mord. wow. Il est où? Elle mord. OK, c'est bon. C'est assez, Annie. OK, Bon, d'accord. ensuite, c'est ça. Donc, j'ai vu les dauphins sortir devant moi. J'ai vu des centaines et des centaines de phoques. Et J'ai vu tes stories. je vais les ramener avec moi. Mais je trouve que ça ressemble à des pogs de la mer, là, parce que j'ai un pog, je trouve que ça ressemble à ça. Mais bref, c'était drôle parce qu'il y a comme une grosse station-service sur l'océan. OK. Vraiment au milieu de nulle part. On voit quasiment plus la terre. Puis il y a ça, puis il y a comme, évidemment, plein de grosses bouées, parce que c'est pas des petits bateaux qui vont là, c'est des bateaux qui sont... De millionnaires. Non, mais c'est des bateaux, mettons, qui transportent la marchandise. Donc, c'est des bateaux qui finissent plus de finir, là. Puis il y a des grosses bouées, puis là, ils sont toutes entassées, ces bouées, puis ils sont toutes en sacrament, un après l'autre, parce qu'ils veulent toute la place de l'autre. Fait que là, ils sont juste en train de tout le temps se chicaner. C'est extraordinaire, en plus, avec les sons qu'ils font, là, ils ont l'air un peu chicanes, puis là, tu sais, ils ont des petites mains. Ah non. Non, Annie, non. Ils Moi, ont j'aurais aimé ça être bruiteuse dans la vie. Fais-y son micro, s'il vous plaît. Fait que, bref, c'était le fun de voir la nature, l'immensité de l'océan. Il y avait de la brume cette journée-là, mais tout de même, j'ai eu la chance d'être guidée par une guide Sidou qui s'appelle Brooke. C'était elle, le soleil. Vraiment impressionnant de voir une fille qui est aussi tripante, qui est toute petite, là, le genre 26 ans, elle est toute petite, c'est une petite blonde, puis c'est elle qui guide sur l'océan, tu sais, je veux dire, c'est impressionnant là, de la voir aller, puis elle guide beaucoup de groupes, donc vraiment une belle rencontre avec Brooke. Puis la cerise sur le Sunday de ce voyage-là. J'ai un rêve, depuis que j'ai commencé à faire du côte-à-côte, mon rêve, c'était de faire du côte-à-côte dans les dunes de sable, dans le désert. Et c'est fait sur ma checklist. Je t'ai emprunté ton accent pendant une seconde. C'est correct, je peux te le laisser. Ma si tu checklist. veux. Les checklists. Voyons. Checklist. Hey, sur ma bucket list, merci. Sur ma to-do, sur ma liste tout court. Ma liste de vie. Tes rêves. Donc, je suis allée faire du side-by-side dans le désert avec une autre femme super inspirante. J'avais un X3. Un 4 places parce que je devais traîner des gens, mais De quelle compagnie, excuse? Je connais pas. X3, c'est Can-Am. Ok, Can-Am merci. Je Off-Road. savais pas. Puis c'est une machine, c'est une machine de guerre, honnêtement. Là, j'ai eu la chance souvent d'essayer des X3. Mais là, je l'ai vu à son plein potentiel. Je vais me souvenir toute ma vie de la première fois. Parce que là, j'arrive, puis là, elle me demande, t'en as-tu déjà fait? Ben, j'ai fait ça. Ben, ça va être bien en masse, ça va. Tu sais, je suis quand même habile avec la machine. Mais dans dans les le sable. dunes, c'est la première fois. Puis, tu sais, c'est comme des dunes hautes comme une maison. là. T'avais-tu Des l'impression fois d'être 2-3 dans le film maisons. La Momie? Non. Quand ils sont dans le désert? OK, non. D'accord. Mais c'est pas la même époque. Mais. Non, mais t'avais-tu l'impression d'être dans le Dakar, genre? Tu sais, je fais un... Honnêtement, là, j'étais pas toute là quand... J'étais pas toute là. Puis la première fois qu'on a pris une dune, j'ai tellement... Parce qu'elle dit, bon, on va monter dans les dunes. Mais moi, j'avais comme l'impression qu'on allait monter d'un bord, redescendre de l'autre. Mais non, on ride sur le dessus des dunes. Puis tu sais, c'est comme fait en pic, là, comme un peu en triangle, mais un peu plus rond sur le dessus. Donc, c'est beaucoup moins large que la machine. Donc là, la première fois, j'ai fait « Mais non, mais c'est impossible, je vais tomber. C'est ça, je vais tomber. » Donc là, j'ai hésité. En hésitant, j'ai un peu comme glissé. Fait que là, je me suis comme tournée de bord, j'ai redescendu la dune. Puis là, j'ai rembarqué. Puis là, j'ai compris qu'il ne fallait pas que je lâche le gaz et que j'hésite. Et à partir de ce moment-là, ça a été magique. Donc, aller sur le dessus des dunes, descendre là, des dunes qui sont quasiment droites, là. Tourner dans des dunes qui sont quasiment droites aussi, là, vraiment faire le demi-cercle, là, quasiment jusqu'en haut de la dune pour faire un demi-cercle puis redescendre, c'était
Indescriptible. Ah non, indescriptible. Puis je l'ai dit la journée même, j'ai pas de mots pour dire à quel point cette expérience-là m'a jeté à terre. J'ai un travail dans lequel je vis de l'adrénaline à peu près à toutes les 2-3 jours. Tu sais, je suis toujours sur un bolide. J'ai toujours des nouvelles expériences à faire. Mais ça a été, là, c'est venu me chercher en dedans, vraiment, là. Vraiment, vraiment. Wow, j'ai hâte que tu nous en parles plus. Oui, le temps file, malheureusement, là, mais vraiment un beau trip en Californie. Vous pouvez aller voir sur mes réseaux là, si vous voulez voir des photos et tout. Puis, au retour, Annie, déjà, on va parler d'un anniversaire. Oui, pas chez la marque Harley, oui, effectivement. Donc, restez à l'écoute. On revient. On est de retour. Et Annie, est-ce qu'on doit commencer cette chronique-là en chantant Bonne fête? Non, pas Non? encore. Pas encore? Pas encore. Oui, on peut. Mais Vas-y, on tu va commences. faire fuir les auditeurs avec ma voix de casserole, un petit peu huilée. Là. Non, merci. Mais on parle d'anniversaire. Ça fait 65 ans cette année que la gamme de motos Sportster de Harley-Davidson existe. Ah, ouais, déjà, ça passe tellement vite, honnêtement. Je m'en souviens, il y a 65 ans, non. Je n'étais pas au monde, mais ça a été une gamme de motos qui a vraiment été importante au niveau de la marque Harley-Davidson parce que ça leur a redonné des lettres de noblesse où dans une période où ces modèles de motos-là sont sortis, Harley en avait bien besoin. Si je dis le mot Sportster, est-ce que vous avez un modèle de moto qui vous vient en tête en particulier? Toi, Gabrielle, de ton côté, je sais que tu as déjà travaillé proche de la gamme Harley. Oui, mais là, ça fait un petit bout. Mettons, je te dis un XL 883. Oui, bon point. Moto qui a marqué beaucoup de gens dans les années 2000. De ton côté, je sais que tu as essayé la Sportster S. Ouais, c'est moi, un peu ça vraiment celle-là, là. ton initiation Oui. à la marque Harley-Davidson, si je me trompe pas. Oui, 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 oui. Vraiment? Je pense que oui. Oui, je pense que oui. Vite de même, là, je pense que oui, c'est ça, c'est la première. Ben, tu sais, la Sportster S, c'est la nouvelle ère de Harley-Davidson. Puis le 883, ben, tu sais, ça fait partie de l'ancienne génération des Sportster. Et comme je vous l'avais déjà dit il y a quelques semaines de ça, voire quelques mois, malheureusement, Harley-Davidson ont décidé d'abandonner la gamme Ouais. de motos 883, les 72 aussi. Ben, ça fait longtemps, les 72, mais aussi les 48. Donc, on s'en va vraiment vers une nouvelle ère de moto Sportster. Et comme toute compagnie, ben, tu sais, l'évolution est importante. Il faut avancer dans la vie. C'est bien beau d'être nostalgique, mais une fois de temps en temps, ben, il C'est faut beau de aller se de l'avant. renouveler. C'est beau de se renouveler. Puis c'est sûr qu'il y a des gens qui sont des purs et durs fans de moto Sportster qui vont crier au drame, mais quand même, Mais ça, il y en il a faut toujours. aller de l'avant. Puis là, je voulais vous parler un petit peu de l'histoire des motos Sportster. Tu sais, dans une précédente chronique, puis souvent, je vous parle que la période de la guerre a été une période importante chez la marque Harley-Davidson parce qu'ils ont fourni des milliers de motos aux combattants, aux forces armées américaines, mais aussi de d'autres pays pour pouvoir déplacer les militaires. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans les années 1940, à la fin de la guerre, c'était une période qui était un peu faste pour les Américains. Tu sais, la guerre avait été difficile. Puis là, au début des années 50, ben là, c'était comme, OK, ben il faut reprendre le contrôle de notre vie, puis on se réapproprie, tu sais, notre vie, puis on profite de la vie, disons-le ainsi. Puis pour la marque Harley-Davidson, ça avait été quand même assez compliqué. Puis il y avait la petite guerre entre Harley puis Indian. Ah ouais? Oui, oui, oui. Il y a eu ça. Ça me dit rien. Ouais, Indienne, ouais. c'est quoi ça? Embarque pas là-dedans, gars. Embarque pas là-dedans. Mais, tu sais, pour ceux et celles qui ont écouté la série Harley and the Davidson, vous allez bon, voir, hein? c'est Oui, excellent. c'est excellent. Vous allez voir un petit peu. C'est sûr qu'il y a toujours deux côtés de médaille. Puis si ma mère était là, elle dirait qu'il y aurait trois côtés. Il y a le côté, tu sais, le pile, il y a face, puis il y a le milieu entre les deux, tu sais. C'est bon, ça. Ouais, fait que, tu sais, il y a toujours entre les deux, mais tu sais, c'était pour la marque Harley. Indian est un gros compétiteur, puis il y en a qui vont dire, bon, ben c'était Harley les meilleurs, puis il y en a d'autres qui vont dire que c'était Indian. Mais, tu sais, il y avait déjà, on se battait pour la même part de gâteau dans les années 50
pour, faire rayonner notre marque, soit Harley ou Indian. Puis là, Harley sont arrivés, eux, après le Flathead, puis le Panel, tout ce qui avait été bien populaire, sont arrivés avec la gamme de motos Sportster qui a vraiment donné un nouveau souffle à la compagnie qui allait pas très bien à cette époque-là. Ça a été quand même compliqué. Là. Ils ont eu des années là, assez intenses, je vous dirais. Donc, c'est en 1952, ils sont arrivés avec une nouvelle moto, le modèle K, qui est un moteur bicylindre en V. Puis ça venait vraiment compétitionner Triumph, qui à l'époque, pour pas faire de mauvais jeu de mots, triomphait dans la gamme de motos du côté Annie, des Européens. Elle dit pour pas faire de mauvais jeu de mots. Elle le sait que le jeu de mots est mauvais, mais elle le fait quand même. Ben oui, mais je m'assume. Vous êtes avertis que je vais faire un mauvais jeu de mots. Je sais pas si ça excuse, tu le dis avant. C'est toi qui avais des jeux de mots ou des bruits de dauphin. Ouais. Je sais pas ce que je préfère. À la maison, écrivez-nous. Mais vraiment, à cette époque-là, Triumph, avec leur 650 Thunderbird, ça faisait vraiment beaucoup jaser. Tout ça était avec l'arrivée du cinéma où on voyait les personnages badass un peu avec les motos. Marlon Brando qui débarquait avec une moto Triumph. Puis là, tu sais, il y avait Wild One aussi qui commençait à être populaire. Fait que c'est ce qui a aidé aussi à la marque Harley de faire... bien paraître les motos Sportster. Tu sais, ce qui caractérise les motos Sportster, qu'est-ce que c'est? Question comme ça, vite de même. C'est la tank, le réservoir. On avait tout le monde la réponse. Oui. C'est le réservoir en forme de pinot. Pas pinot. Pinot ou pinot? Oui, une pinot. Tu sais, ou une cacahuète. C'est ça. C'est ce qui... Max, notre réalisateur, doute de ce que je dis, mais oui. Fait que les autres, ils ont vu... Les Sportsters de l'époque, puis encore d'aujourd'hui, ce qui les caractérisait, c'était vraiment le réservoir en forme de cacahuète, de pinot. Mais j'imagine un brainstorm des gars qui faisaient ça. Bon, on pourrait faire ça en forme de quoi, là, ce réservoir-là? De peanuts! Ah, ben oui, on le fait, Ouais. C'était donné un succès monstre quand même qui a redonné vraiment, tu sais, les lettres de noblesse à la marque Harley-Davidson, mais aussi, tu sais, c'est un petit réservoir, donc, tu sais, c'était pour les gens qui voulaient se déplacer d'un point A à un point B, mais avec une courte distance. C'était une moto qui était très malléable dans le sens qu'on pouvait modifier, qu'on a vu beaucoup de gens qui ont modifié ce type de moto-là. Fait que c'est vraiment ce qui les caractérisait. Tu sais, après ça, il y a quelques années après, ben, ils ont sorti le modèle S, mais non pas le Sportster S, qui était, tu sais, une monocylindre qui avait 125... qui était vraiment une petite cylindrée. Puis, dans le fond, il s'était inspiré à l'époque de la marque allemande DKW, car Harley-Davidson avait les droits de construction de cette moto-là. OK. Fait que, on s'est inspiré des Allemands. Ils ont fait des choses bien aussi. En 1900... N'allons pas plus loin sur ce sujet. En 1957 aussi, ben, c'était la course infernale dans les courses de terre sur terre battue. C'était hyper populaire. Donc, la Sportster est vraiment venue, tu sais, tout bouleverser l'univers de la course de moto. Tu sais, les Européens étaient très forts avec leur marque de moto. Puis là, on est arrivé avec la marque Harley sur les courses de terre battue. Puis là, tu sais, déjà à l'époque, dans les débuts de la marque Harley-Davidson, c'est ce qui a fait que la moto s'est démarquée. Puis là, ils sont revenus en force avec cette moto-là. Puis encore aujourd'hui, ben là, on a les courses de bagger qui sont quand même assez populaires aux États-Unis, à Daytona, ces choses-là. Mais les courses de Sportster modifiées aussi, ça attire encore beaucoup de foule. Puis il y a une affaire que j'ai trouvé vraiment le fun, que je suis certaine que vous ne savez pas, c'est que à l'époque, ils ont sorti le Sportster en 1957. C'est Willie G. Davidson, donc le Willie G. fils, a travaillé pour la compagnie, mais il travaillait au noir. Non. Ouais. Tu sais, c'était dans l'entreprise. La table. Ouais. Il était comme... C'est la famille, c'est l'entreprise familiale. Puis là, lui, il venait de sortir de son école de design, puis tout ça. Puis c'est lui qui a designé la XL Sportster en 1957. Non, ça, c'était avant. Mais, puis, lui, il a fait ça comme
griffouiller ça en dessous de la table. Puis, tu sais, c'est comme, OK, gars, je vous propose ça. Puis, c'est lui qui Ça est a comme passé. à la base de cette invention-là, en fait, de ce design-là, qui a fait beaucoup jaser. En parlant de faire jaser aussi, Elvis a aidé à populariser la marque Sportster parce que Elvis était un fan de moto. On l'a vu avec plusieurs marques, Oui. mais la marque qui revenait le plus souvent, c'était la gamme de motos Sportster. Puis tu sais, quand tu as oui. des vedettes qui endossent une marque, Ouais. surtout Ah, à ben cette là. époque-là, où oui. on n'avait pas 43 millions de chaînes et canaux de diffusion, ben c'est sûr que ça aidait. Tu sais, si Elvis avait ta moto, on s'entend-tu que la plupart des gens voulaient avoir une moto comme Elvis, c'est-à-dire une Sportster. Les versions influenceurs de l'époque. Et voilà. oui, vraiment, Elvis, c'était tout un influenceur. Sinon, il y a une moto, tu sais, je parlais tantôt de course. Il y a la XR 750 qui a été vraiment une moto très populaire en 1957, mais aussi en 1974. C'est des années qui ont été hyper prolifiques pour cette marque de moto-là. Et je suis quand même fière de dire que j'ai une moto XR 750 dans mon bureau 1974 qui est là chez Léo Harley-Davidson, puis que tout le monde capote sur cette moto-là mythique qui n'a pas été modifiée, puis elle fait beaucoup jaser. Et là, parlant de faire jaser, une autre icône de la moto qui a fait que la marque de moto Sportster, la gamme, a été populaire. Qui est-ce? C'est une vedette c'est un peu comme le Ben Milo, mais l'ancêtre de Ben Milo. Evil Knievel. Ah, ben oui. Bonne réponse! Merci, Cindy Martin. Et ce qui m'amène à vous dire que, tu sais, aujourd'hui, on tourne chez La Gabière, Oui. ce fameux podcast-là. Et là, j'ai en exclusivité pour vous une bière à l'image, à l'effigie d'Evil Knievel qui va sortir dans quelques jours. Et là, vous l'avez vraiment en exclusivité pour La Gabière. C'est la Evil Knievel Pale Ale. C'est une américaine Pale Ale. Mais là, Non, ils ont aussi elle est les très- droits du nom. Ben oui, ils ont eu les droits. Ils ont eu les droits, ils ont eu l'autorisation de la Ah, famille c'est bien cool. d'utiliser l'image et le nom. Fait que je trouve ça vraiment cool. bien Fait que trippant. c'est super Ah, l'étiquette est inspirant. super Ouais, belle. vraiment. Fait que là, on a vraiment une édition avant qu'elle sorte sur le marché. Pour les gens, l'audio, Ouais. là, on voit vraiment Evil Knievel en gros. Puis là, en haut, à droite, là, on le voit sur sa moto là, avec sa grande Fred cape. là. ouais, qui est Ouais, un vraiment personnage très bien. mythique. Alors voilà. Donc, Les passionnés bientôt, de moto, procurez-vous ça. ça va être vraiment. Puis, c'est une ancienne recette qui avait été brassée à la base au pub chez La Gabière. Puis que là, ils ont eu les. Parce que, tu sais, c'était pas popularisé avec une étiquette. Puis là, ils ont eu les droits vraiment de la commercialiser, tu sais, en canette avec l'étiquette, tout ça. Puis le nom des Knievel. Fait que c'est vraiment cool. Je trouve ça super intéressant. Fait que ça inspire. J'ai une petite question. Oui. Tu sais, quand la Sportster est disparue, là. Ouais. Les Ben, gens- en fait, la Sportster existe toujours. Oui, je le sais, mais à un moment donné, ils ont arrêté de la produire. Oui. Bon, les gens se sont tournés vers quel modèle de Harley? Bonne question. En fait, ils sont allés vers, je te dirais, soit d'autres marques ou sinon les Softail qui étaient Ok. quand même après le Sportster, c'est le Softail. Ce qu'il faut savoir chez Harley, puis là, tu sais, vers d'autres marques, ça doit être la même chose aussi. Tu sais, tu as les modèles d'entrée de gamme qui est, exemple, les Street, qui malheureusement sont plus vraiment disponibles au Québec. Là, que si tu en trouves, c'est parce que c'est des usagers. Sinon, tu as le Sportster, le Softail. Ensuite de ça, tu t'en vas vers le Touring. Maintenant, tu as la moto double usage Panamericana. Puis sinon, après ça, les trikes, Ben, les motos 3 roues. Il y avait les Dyna aussi. Oui, qui ont les disparu. Dyna qui ont disparu. Oui. Fait que, tu sais, veux pas Qui était Harley. très populaire Oui, aussi. puis, Ouais. les Ouais. Dyna de nos jours qui sont usagés là, se vendent excessivement Penses-tu qu'ils bien. vont revenir? avec Ben, ça, en fait, ils ont aboli la famille Dyna, mais avec les lowriders ST Ouais. qui ont comme divisé les modèles de moto puis qui ont enlevé des familles parce que veux pas, côté marketing, plus tu as de famille, plus Ben tu as oui, de c'est gamme, lourd. plus Ouais, c'est ouais. lourd à supporter. Fait que, tu sais, ils ont divisé comme des lowriders puis qui ont mis ça dans les modèles Softail ou dans les Touring. Fait que, tu sais, ils sont allés vers Ben, même ça. chose avec la Virode, là, quand ils l'ont enlevé. tu sais, puis pourtant, c'était vraiment un modèle spécial, là, tu sais, Ouais. t'avais juste celle-là qui avait un look un peu plus
sport, un peu plus... moi, j'aimais beaucoup la Virode. Oh oui, vraiment. Puis encore aujourd'hui, quand on entre en magasin, là, qui sont des modèles d'occasion, là, ils partent comme ça en un claquement de doigts. Puis tu sais, on parle de Sportster, puis je raconte une petite anecdote hyper rapide. Quand Léo Harley-Davidson ont célébré leur 40e anniversaire, ils ont décidé de faire tirer un Sportster, qui est un 72, qui est une moto qui était gold, qui était vraiment une moto d'entrée de marque. Puis c'est là où j'ai eu vraiment mon coup de cœur avec la gamme Harley. Parce que, tu sais, oui, mon père faisait de la moto Harley, puis on était plus du côté de la famille touring, tu sais. Puis, moi, à cette époque-là, je travaillais pour le 91.9, mais sous une autre bannière. Non, mais c'est vrai. Puis, tu sais, je travaillais pas du tout dans le monde de la moto. Puis, c'est les 40 ans de Léo Harley-Davidson. Puis, on a décidé avec eux de faire une promotion. C'était la première fois qu'ils faisaient comme une campagne de pub à la radio. Puis, on faisait tirer ça. Puis on avait 40 finalistes pour les 40 ans de Léo Harley. Wow. Puis on faisait tirer une 72. Puis là, j'étais comme, wow, elle tombe bien hot, cette moto-là. Je touchais à terre. Puis je co-animais avec Michel Barrette la finale du concours. Puis c'est là qu'on m'a offert une job chez Léo Harley-Davidson. Ah ouais? Ouais, parce que j'avais comme fait mes marques, puis que je m'étais bien débrouillée. Puis que quelques années plus tard, ben, je me suis ramassée à travailler là officiellement. Mais tout ça part à cause de mon, tu sais, du 72. J'étais tellement en amour avec cette moto-là, puis je l'ai bien vendue lors de la finale. Fait que ça a été vraiment un coup de cœur. Et pour finir, Annie, là, il y a eu la Paname. Après ça, on a vu la El Diablo qui est sortie il n'y a pas longtemps. C'est quoi, tu penses, le prochain hit de Harley? Avez-vous une idée, là? Est-ce qu'il y a des choses qui se parlent? Ben, tu sais, comme on en a parlé il y a quelques semaines de ça avec Philo, mon collègue, Patrick Lavigne, dans un précédent podcast, l'année prochaine, ça va être le 120e anniversaire de Harley-Davidson. C'est sûr qu'il y a de quoi d'épique. C'est sûr, comme à chaque année, il y a une moto anniversaire, comme il y a eu un Sportster anniversaire pour les 100 ans de Harley-Davidson à cette époque-là. Tu sais, comme il y a eu une moto anniversaire quand ça a été les 100 ans d'Harley-Davidson au Canada, où ils ont fait un spécial pin-up aussi à Ottawa. Tu sais, vraiment avec les motos. Oui, au précédent podcast. Ouais. Puis pour l'anniversaire, tu sais, quand on dit que tout est dans tout. Fait que, mais, tu sais, c'est sûr qu'il va y avoir quelque chose en ce sens-là. Je sais que on a eu quelques idées de couleurs de moto, mais on n'a pas eu de dévoilement encore de nouveaux modèles. Ça devrait se faire en janvier 2023. Mais chose certaine que c'est un 120e anniversaire qui va apparaître avec une couleur spéciale puis des peintures numérotées aussi. Mais ça reste à voir, mais tout ça pour dire que la gamme Sportster a vraiment évolué avec le temps. On est passé de moteur à petit bicylindre à la Révolution Max, qui est le même moteur qu'il y a dans la moto Panamérica qu'on retrouve dans le Nightster, dans le Sportster S. Puis là, malheureusement, ben, y a ceux qui ont des motos qui trippent sur les Sportster, comme je le disais, les 883, les 48, ben, ceux qui en ont, gardez-les parce que ils vont prendre de la valeur, ça va être rare. Un gros merci, Annie, et on revient rapidement avec Gab qui nous jase de F1. Hey, manquez pas ça! On est de retour et on va jaser F1. F1 qui est très, très populaire depuis plusieurs années. Avec Drive to Survive sur Netflix, ça a pris une ampleur encore. Je pense que ça a ouvert ça au grand public. Et justement, Gab, viens nous jaser de ce merveilleux monde qu'est la F1. Moi, je te dirais que ça part de plus loin que ça. Ah, Moi, oui, je oui. me souviens, mes premiers souvenirs de F1, j'étais chez mes grands-parents, j'avais une boîte de Rice Krispies avec des cartes dedans. Puis j'avais trouvé la carte avec la photo de Jacques Villeneuve. Puis là, là, c'est devenu l'amour de ma vie. T'as acheté ces CD? Non. Je me suis pas rendue là. On s'est pas rendu là, genre, puis moi. Non, OK, ça me rassure. mais bref, je suis devenue vraiment fan. J'ai été voir mon grand-père. J'ai dit, qu'est-ce qu'il fait dans la vie, ce monsieur-là? Puis c'est là que tout a commencé. On a écouté un Grand Prix ensemble. Puis après ça, ben, j'ai suivi ça tranquillement. Il y a des années où j'ai moins suivi, d'autres. Mais là, depuis quelques années... T'es replongée dedans. Ah oui, là, je suis replongée dedans parce que là, c'est rendu hyper intéressant. Puis comme tu dis,
le Drive to Survive a ouvert vraiment le monde de la F1 qui était un tout petit monde vraiment fermé. On n'avait pas vraiment accès à l'intérieur. Non, c'est ça. Comment ça se passait, puis tout ça, la dynamique dans une écurie, que là, tout le monde pense que, ah oui, ils sont dans la même équipe, tout ça. Non, non, non. Oui, ils sont dans la même, ils sont pour la même écurie, mais ils sont rivales. C'est faux de dire qu'ils sont vraiment des coéquipiers, qui sont là pour s'entraider. Non, ils sont là pour gagner. Ils sont là pour gagner. Ils ont chacun un but, c'est d'être champion du monde. Puis peu importe ce qui va se mettre dans leur chemin, eux autres, ils y vont, puis à 300 km/h. Fait que c'est là qu'est née ma passion. Mais fait intéressant, je n'ai jamais eu la chance d'assister à un Grand Prix live. Oh, c'est un rêve, j'imagine. Oui, puis pourtant, mais parce que j'avais personne avec qui partager cette passion-là. Ma mère, elle, c'était « no way, là, je t'amène pas là, ». Mais oui, j'ai jamais assisté, en fait. Pourtant, j'ai habité 28 ans à Montréal. J'ai été plusieurs fois à Monaco. Je me suis promenée sur le circuit, tout ça, mais j'ai jamais eu cette chance-là. Donc, ça va être sur ma checklist. Avis aux intéressés qui veulent lui donner des billets. Elle a réussi à dire checklist. Checklist. Donc, écoute, c'est quoi la F1 pour quelqu'un qui connaît pas ça, là, puis qui sort... On part de la base, là. On part de la base. Parfait. Bon. Alors, la première saison de F1, c'était en 1950 et il y a eu 7 Grands Prix. Donc, c'était une très petite saison quand on pense qu'aujourd'hui, il y en a 22 et l'année prochaine, 23. OK. Donc, c'était vraiment une toute petite saison, mais ça a été le début... de la F1. Oui, ça a été le début de la F1. Et... donc, en fait, comme je vous dis, maintenant, il y a 22 Grands Prix. Une saison commence au mois de mars et elle se termine au mois de novembre. C'est intense. C'est assez intense. Je vous dirais qu'il y a à peu près 3 semaines de vacances pendant ce temps-là, mais c'est très intense parce qu'ils voyagent un peu partout dans le monde. Donc, les pilotes doivent être en forme physiquement et mentalement là, pour passer à travers une saison. Exactement. Les entraînements physiques sont très, très, très demandants. Les entraînements dans le simulateur aussi, là, tu sais, c'est pas genre mon chum qui joue à Gran Turismo, là. Non, le gars, il est attaché, puis il est dans son cockpit, puis souvent, quand tu vois les gars sortir de la voiture, ils sont trempés. Il y en a qui ont de la misère à sortir de leur voiture, tellement c'est demandant physiquement, là. Puis mettons, si on revient au début, là. Oui. Les voitures avaient-elles l'air de ce que c'était aujourd'hui? C'était quoi? Bien, c'était des plus petites voitures. Et c'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup de grands prix historiques dont l'existence est menacée aujourd'hui. Justement, le Grand Prix de Monaco, parce que le circuit est tellement étroit que maintenant, les voitures sont tellement grosses que c'est quasiment problématique. C'est impossible de dépasser, en fait. Donc, c'est hyper dangereux, parce que s'ils dépassent, c'est tellement serré que ça peut créer des accidents. Donc, ils remettent tranquillement en question ces circuits-là, surtout les circuits en ville comme ça. Je pense à Bakou aussi, où c'est très, très étroit, puis qu'il n'y a pas de dépassement. Et qui dit F1, on veut du sensationnalisme, pardon. On veut des dépassements. Justement, cette année, les voitures ont été modifiées pour justement réduire l'impact du dirty air qu'on appelle. Donc, c'est quoi ça? En fait, c'est c'est l'air que la voiture fait, dans le fond, à cause de sa rapidité, de son aérodynamisme et tout. Bien, la personne qui la suit derrière, bien, elle se ramasse dans un genre de tourbillon. De vortex. C'est ça qui rend pratiquement les dépassements impossibles parce que là, ça brasse de tous les côtés, là, puis c'est vraiment pas le fun, là. Donc, ils ont essayé de réduire un peu, d'améliorer ça pour avoir plus de dépassements. Un peu comme au hockey, qu'à chaque année, on réduit le stock du gardien de but, puis on agrandit le but pour avoir plus de buts. Ça, on fait la même chose en F1, on veut plus de sensationnalisme. Surtout avec une saison comme on a eu l'an dernier. Que là, ça s'est fini en scandale, que les gens ont crié au scandale. En fait, pour vous mettre en situation, on a... Mets-nous en contexte. Ça faisait des années que Mercedes dominait, donc Lewis Hamilton... C'est souvent ça qui arrive, hein? C'est ça. Donc, Lewis Hamilton, c'était pas 7 fois champion du monde.
Mais ça a changé cette année un peu. Ben là, c'est ça. L'an dernier, là, il y a eu pour la première fois de la compétition venant de Red Bull, Max Verstappen, qui est un jeune. On en entend parler beaucoup. Et voilà. Donc là, c'était la grosse compétition. C'était une des premières fois depuis des années, en fait, qu'on a appris qui gagnait le championnat au dernier Grand Prix, à la dernière minute. OK. Oui, donc... Ça a créé un peu plus de challenge. Ça a été une des meilleures saisons de Formule 1 depuis longtemps. Là. Même que cette année, je la trouve un peu plate. Ben, tu parles de Formule 1, mais je te pose la question, est-ce que la formule électrique aussi t'intéresse ou pas du tout? Pas tant. Non, c'est... Puis j'ai l'impression qu'elle a de la misère à percer. Okay. On en entend moins parler. Elle n'est pas diffusée non plus. Là, il y a eu le scandale à Montréal avec le boulevard René Lévesque qui a été refait. Puis Denis Coderre, puis tout ça. Mais en tout cas, ça, c'est une autre histoire. Mais un autre dossier. Oui. Mais bref, non. Puis même la formule, il y a des femmes qui... Il n'y a aucune femme en Formule 1, mais il y a un sport aussi pour les femmes qui font de la... Oui, c'est ça, qui font de la course automobile. Mais ça non plus, encore une fois, ça n'est pas diffusé nulle part. Mais je sais que même les pilotes Formule 1... eux, ils combattent avec ça, justement, pour que les femmes puissent faire leur place. Ça serait extraordinaire. Ça serait vraiment extraordinaire. Pourquoi tu penses qu'il n'y en a pas? Je pense parce que ça a été tellement... C'est tellement un sport... Mais c'est un sport de bourgeois, de riches. Là, je veux dire, pour te rendre là, il faut que tu aies les sous. Là, tu peux ne pas avoir de talent puis devenir pilote de Formule 1. On a un nom en tête. Oui, ça fait... Ça fait bip parce qu'il est Canadien. Il fait du vin. mais ouais, donc... mais je sais pas, je pense que c'est un des sports que ça prend le plus de temps avant qu'il y ait une fille là, qui rentre là, dans les rangs, tout ça. Il faut que tu aies la confiance aussi des commanditaires, parce qu'on se le cachera pas, c'est une grosse game de commanditaires. Là, mais je pense que le commanditaire qui, un jour, va faire « Hey, moi, je vais pousser une femme, premièrement parce qu'elle a du talent, qu'elle mérite d'être là, je vais la pousser. Ce commanditaire-là, cette année-là, va faire parler de lui plus que... n'importe quel tout autre. Le monde, là. Donc, je pense qu'un coup marketing, parce qu'on va se le dire, dans la F1, si vous êtes des passionnés de marketing, penchez-vous 30 secondes là-dessus, vous allez capoter. C'est les rois du marketing. Donc, encore là, de mettre une femme là, ça serait un coup marketing de feu. Mais encore faut-il, parce que moi, c'est toujours ce que je dis, il faut qu'elle mérite d'être là, tu sais. Mais pas juste parce que c'est une femme. Non, c'est ça. Il faut qu'elle mérite d'être là, il faut qu'elle ait du talent, il faut qu'elle soit capable de compétitionner aussi. Faut qu'elle finisse tout le temps dernière, là, ça serait poche. Non, c'est ça, tu sais, ça apporterait une mauvaise image, je pense. Puis, mais tu sais, encore là, c'est très, très, très... contrôler tout ce qui sort dans les médias côté F1. La FIA, elle contrôle ça parce qu'il y a tellement d'argent en jeu là-dedans. Tu sais, comme là, dernièrement, depuis les dernières années, Lewis Hamilton est porte-parole des LQGBT, là, puis tout ça, puis il porte sur son casque, il y a le drapeau de la fierté gay, puis il s'affiche, je pense à Vettel aussi, qui est très environnementalisme, là, tout ce qui est l'environnement, là, j'ai sorti un mot de même, là, mais oui, il est très, très, très... pro-environnement. Oui, pro-environnement, pro-droit et liberté aussi, parce qu'ils vont dans des pays aussi où ce que... C'est pas ça, là. La liberté n'est pas présente. Pas du tout. Puis, tu sais, il y a aussi le fait, admettons, je pense au Grand Prix du Brésil, où ce qu'ils vont là, puis que les gens, c'est des multimillionnaires qui vont assister au Grand Prix, puis que tout autour, c'est des bidonvilles. Oui, au Brésil, c'est un des pays où est-ce que la différence entre les pauvres et les riches, c'est deux extrêmes. Mais tu sais, t'amènes un sport comme ça, c'est un sport de riches, là, on s'entend, là. Puis là, tu t'en vas dans des villes comme ça, je pense aussi au Mexique, même chose, tu sais. Assurément, il y a des choses qui devront changer, là, tu sais, parce que c'est pas parce que tu as beaucoup d'argent que ton marketing est bon et que tout le monde t'écoute, que tu passes à côté de tout ce qui est justement normes environnementales, après ça, l'éthique.
Combien de fois, quand il y a le Brésil, Grand Prix de c'est Montréal bien. aussi, puis qu'on voit des articles dans les journaux que l'exploitation de la femme est surévaluée. Ça vient, tout ça vient qu'une drôle de réputation autour de ça. Mais c'est ça. Puis il essaie de travailler. Je pense que Drive to Survive aussi a amené ça. Il essaie de travailler beaucoup, beaucoup l'image, enlever justement Plus de transparence, Oui, peut-être. c'est ça, plus de transparence. Montrer aussi que les pilotes, c'est des humains comme n'importe quel autre, puis ils ont des hauts et des bas, puis... Il y en a qui se prennent un peu plus pour d'autres que d'autres, là, mais... Oui, c'est sûr. Comme dans n'importe quoi, Comme ça. dans n'importe quoi. Oui, là. dans il y a n'importe des égos, quoi, là. tu sais, moi, je regarde les courses de motocross, puis il y en a là-dedans aussi, Ouais, tu sais, c'est dans n'importe quoi. Mais oui, ce documentaire-là sert à redorer l'image d'un sport qui est bâché quand même souvent, là, on va se le dire. Mais ça apporte aussi un côté où ce que là, on a besoin d'avoir du spectacle. Puis de là d'où vient le scandale de l'an dernier, c'est que les règles normales du Grand Prix pour la finale n'ont pas été respectées pour avoir un spectacle. OK. Au dernier tour, on est sous safety car parce qu'un Canadien s'est foutu dans le mur. Puis on est sous safety car, donc il y a la voiture qui tourne avec les pilotes. Ils peuvent pas la dépasser, sauf des retardataires, en fait, qui ont été lapés. Donc, qui ont été dépassés, qui ont un tour ou deux de retard. Eux peuvent. Au moment où la FIA dit « OK, c'est beau », les conducteurs, parce qu'on va rentrer le safety car, les conducteurs qui sont derrière le safety car et qui ont un tour de retard doivent le dépasser. Mais là, cette règle-là n'a pas été respectée. Elle a été dite à la dernière seconde. En fait, au début, on dit « Oh non, on le fera pas ». Puis là, au dernier moment, quand ils ont vu qu'on arrivait au dernier tour, puis que là, c'était le champion du monde qui allait être couronné suite à ça, là, ils ont dit « OK, finalement, on le fait ». Fait que là, mais ils n'ont pas eu le temps de toutes les passer. Lewis Hamilton, qui était devant, qui allait être consacré champion du monde une 8e fois, avait des pneus usés à la corde. Max Verstappen, qui était juste derrière, avait des pneus neufs parce qu'il avait arrêté, il avait fait un pit stop. Ah. Là, safety car est rentré. L'autre, il est passé, il a mis son flasher, il s'est remis devant, puis il a gagné. Ça a été la pire décision, en fait, qui a été prise, en tout cas moi, parce que moi, je prends pour Lewis, là. Mais bon, à la fin, c'est couleur. Mais mettons, eux autres se sont justifiés comment d'avoir pris cette décision-là? ben, ils ont viré le gars qui l'a pris. OK, donc c'est vraiment la faute d'une personne. Mais pourquoi est-ce que dans ce cas-là, Hamilton n'a pas eu son Je pense qu'en fait, cette personne-là a écopé parce que ça prenait un coupable. Ils l'ont throw en dessous du boss, là, comme on dit. Là. Ils l'ont jeté en dessous de l'autobus, mais oui, ça a été la décision d'une personne. Mercedes a tout fait pour essayer de faire renverser la décision. Mais bon, bref, le dénouement reste que Max a eu son premier championnat, gagné son premier championnat. Puis ça, il y a de l'argent en jeu aussi pour le gagnant. Énormément d'argent. Penses-tu que c'est pour ça que Hamilton, cette année, performe moins bien? Penses-tu que ça a comme... joué dans son mental? Je pense que c'est venu jouer dans son mental, mais cette année, Mercedes a une très mauvaise voiture. Comparativement aux années précédentes, ils l'ont modifié pour, comme toutes les autres écuries, ont modifié leur voiture, mais je pense qu'il y a un ingénieur ou deux qui s'est raté, là. D'autres mondes achetés dehors. Oui, on mais n'aimera bref, pas de nom. cette année, Mercedes a une moins bonne voiture. Et Hamilton ne rajeunit pas non plus. Éventuellement, il va falloir qu'il cède sa place à George Russell, qui est son coéquipier. Hey, mais ça, parlons-en. T'as effleuré le sujet un peu, là, mais... Parce que moi, c'est une chose qui m'a comme vraiment marquée là, dans Drive to Survive. J'ai pas encore tout terminé, mais j'ai commencé. C'est super intéressant. Mais on découvre à quel point, finalement, les coéquipiers, à la limite, pas qu'ils s'aiment pas, là, mais ils sont vraiment un contre l'autre. Là. Oh oui. Puis, tu sais, ils le diront jamais ouvertement, mais il y a toujours un pilote numéro 1 et un pilote numéro 2. Oui. Les deux n'ont pas les mêmes settings sur la voiture non plus. Puis ça, ils le diront jamais non plus, mais... Puis ils diront jamais, toi, on te teste. T'sais, on va te mettre des settings, ça marche ou ça marche pas.
mais on l'essaye sur toi, mais on l'essaye pas sur l'autre parce que d'un coup que ça pète, ben, au moins on a l'autre qui va gagner, tu sais. Fait que c'est vraiment de la grosse compétition comme ça. Ça doit faire des drôles, tu sais, ça doit pas toujours être sain, mettons, là. Je pense qu'il y en a qui ont une bonne vibe pour le show. Après, dans la réalité, je sais qu'il y en a beaucoup aussi qui compétitionnent ensemble depuis qu'ils sont tout petits. Je pense à Charles Leclerc, Pierre Gasly, Charles Leclerc qui est monégasque, Pierre Gasly qui est français, Esteban Ocon. Depuis qu'ils sont tout petits, en fait, ils faisaient des courses de karting, après ça en F3, F2. Oui, ils sont habitués d'être un contre l'autre. Fait que je pense qu'il y a une certaine camaraderie parce qu'ils vivent les mêmes affaires, veulent pas, ils viennent du même monde. Fait que, tu sais, je crois qu'en quelque part, il y a une certaine camaraderie, mais oui, quand ils sont dans la voiture, ils sont l'un contre l'autre. Parce qu'ils se font parler, là, tu sais, puis ça se peut que la personne qui te parle te dise de laisser passer ton coéquipier. Ah oui. Mais ça arrive-tu que lui qui est en avant, il écoute pas? Ça arrive souvent. Ça arrive souvent. Moi, j'écoute, en fait, sur l'application F1, là, t'as les top 10 là, des Radio Moments, là. OK. Fait que là, des fois, t'es entends, là, puis il s'engueule avec son ingénieur. Ouais, en fait, lui, là. la personne à qui il parle. C'est ça, puis non, il est pas d'accord, tu sais, mais puis il y en a d'autres qui le savent très bien puis qui acceptent leur rôle. Je pense à Bottas, en fait, qui était l'ancien coéquipier de Lewis Hamilton, qui pendant des années a été bon second. Il le savait très bien. Il acceptait ça. Il l'acceptait. Je pense que ça le dérangeait, mais en quelque part, il savait qu'il n'y avait pas les moyens d'être champion du monde. Donc, lui, il était avec Mercedes, il faisait la grosse palette. Fait que je pense qu'il acceptait sa position de numéro 2. Après, je pense à des Sergio Pérez, qui est le coéquipier de Max Verstappen, qui, lui, cette année, s'est rendu compte que, wow, attends une minute, moi, je veux pas être le numéro 2 de l'autre, là. J'ai l'étoffe d'être champion. C'est ça, je suis capable. Oh, oui. Puis, tu sais, même chose chez Ferrari. On a Carlos Sainz, on a Charles Leclerc. Charles Leclerc qui aurait pu être champion cette année si Ferrari n'avait pas échappé à la balle, là. Mais est-ce que le fait que Michael Schumacher soit plus présent dans les courses, est-ce que tu penses que ça a laissé la place à d'autres personnes de rayonner dans le rapidement monde de la parce que le temps file? Je pense que non. Je pense qu'il avait pris sa retraite, il a laissé sa place, tout ça. Puis je pense que chaque aussi pilote sait qu'un jour, il faut qu'il prenne sa retraite, laisse sa place à la jeunesse pour faire vivre le sport. Un gros merci, Gab. Écoute, c'est sûr qu'on te réinvite pour en jaser. On n'aurait pas encore en parler très, très longtemps. Je veux vous remercier les deux d'avoir été là aujourd'hui. Je remercie nos partenaires, Can-Am sur route, la route au féminin, pardon, Léo Harley-Davidson, Demel Chrysler et Bienville Chrysler. J'ai bien de la misère, la Gabière. Ouais! Maxi Valorisation avec Marie-Hélène qui est son assistante. BPM Sport, évidemment. Et vous, à la maison, de nous écouter. On se revoit pour un prochain épisode. Au revoir. Hey, vraiment, ça la Formule 1 de la chronique, c'est toi. Vraiment. Cool. Good job. Merci.